Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio et merci de votre fidélité tous les jours entre 18h et 20h et bien entendu sur l'entièreté de la grille, bien entendu. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile, après nos pérégrinations lyonnaises. Ah oui, c'est sûr, on a bien mangé en plus. Pour une fois, c'est moi qui en parle. Oui, il y a eu quelques problèmes. Oui, mais c'est le problème des déplacements d'antenne. C'est toujours un peu, un peu compliqué. Un peu compliqué, voilà, c'est ça. Gustativement, le restaurant qu'il y avait au parc des Expos, qui était des cuisines de certains bouchons lyonnais, méritait la visite. Voilà. Absolument, méritait la visite. Absolument. Très bien. Ah ouais, vous auriez dû venir, Philippe Bilger. Ah ben oui. Non, mais ils ne le veulent plus, ils coûtent trop cher quand ils mangent. Alors. Non, je mange trop. Vous l'avez entendu, Philippe Bilger est avec nous, éditorialiste essayiste et directeur le président de l'Institut de la Parole. Natacha Polony est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir, éditorialiste BCL, qui est essayiste, et directrice de cette revue trimestrielle L'Audace, dont on va parler dans quelques instants. En attendant le sommaire de cette émission, dans le procès Sarkozy, l'une des juges aurait organisé par le passé une manifestation contre lui, faute d'impartialité ou simple soupçon sans conséquence. La question divise aujourd'hui. Et à la question du jour, la justice a-t-elle commis une faute en faisant juger Sarkozy par une magistrate organisatrice d'une manifestation contre lui? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et mon avis, est-ce que ça vous semble choquant ou pas qu'on puisse légitimement penser que la magistrate avait déjà un contentieux avec Nicolas Sarkozy? On vous attend au 0826 300 300. Et j'entends souffler Philippe Bilger. Oui, je vois toujours les nuances très nettes de notre ami Philippe David. Et la question du soir, Mediapart a bâti donc une partie de son accusation contre Nicolas Sarkozy sur un faux document. Cette révélation relance le débat sur la responsabilité des médias lorsqu'une enquête journalistique s'appuie sur des éléments non vérifiés. Et on vous pose cette question, fausses informations, la presse doit-elle rendre des comptes? Vous dites oui à 92%. Alors est-ce que comme l'affaire des diamants de Bokassa pour VGE, les révélations sur Sarkozy en 2012 ont changé le résultat de la présidentielle? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. La juge qui vient de condamner Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avait déjà manifesté contre lui. Sur la justice, est-ce qu'il y a une politisation de la justice? Est-ce que la justice a rendu le verdict qu'elle aurait rendu pour quelqu'un d'autre? Nathalie Gavarino, présidente du tribunal de Paris, était en 2011 représentante de l'Union syndicale des magistrats. Elle n'avait pas supporté les propos du président qui mettaient en cause la responsabilité des magistrats à la suite de l'assassinat de Laetitia Perret. Alors c'est un procès impartial ou un règlement de compte? Les vraies voix Sud Radio. Et comme je vois Philippe Bilger trépigner de cette question... Non, pas du tout, ma chère Cécile. Je suis prêt à laisser un large temps de parole à Natacha. Natacha, donc cette question sur Nicolas Sarkozy et cette magistrate qui aurait manifesté contre lui, soupçon de faute ou simple polémique selon vous? Alors, il est parfaitement légitime de se poser la question. À partir du moment où on essaye de le faire avec le plus de nuances et de recul possible. En l'occurrence, il me semble que beaucoup de magistrats avaient protesté contre les positions de Nicolas Sarkozy sur la magistrature, à mon sens à tort, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un débat depuis déjà très très longtemps sur la responsabilité des magistrats quand la justice de toute évidence se plante, et il y a des moments où la justice se plante. Elle est humaine. Et donc on se souvient que plusieurs fois, Nicolas Sarkozy avait mis en cause les magistrats. Bon, on a tous en tête la fameuse phrase sur les petits pois. Et donc, qu'il y ait eu une colère des magistrats, c'est une évidence. Qu'il y ait une détestation de Nicolas Sarkozy par une part des représentants du monde de la justice, c'est une évidence. Est-ce que, pour autant, ça implique qu'un jugement soit impartial? Je suis plongée dans la lecture des 380 pages de ce jugement parce que j'estime qu'il faut lire les 380 pages pour bien comprendre. Donc je le dis ici, je n'ai pas encore fini parce que ça prend un certain temps. C'est très long et très complexe. Mais je pense qu'il faut être... ce jugement est extrêmement argumenté. Il y a des choses, moi, qui m'étonnent beaucoup dans ce jugement. N'étant pas professionnelle, je vais justement soumettre ces quelques phrases à Philippe Bilger. Mais voilà, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de caricature. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois bien que ce jugement n'a pas réglé
le problème. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un truc totalement gravissime. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est donc jugé coupable d'association de malfaiteurs. C'est énorme. Sauf que il aurait fallu que le jugement soit implacable et qu'il y ait, comment dire, une unanimité pour ressouder le pays. Parce qu'on se traîne depuis déjà très longtemps, et en particulier autour de la figure de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, une espèce de soupçon sur la justice qui serait politisée, sur le fait... Et c'est profondément malsain. Enfin, on peut pas nier qu'elle soit parfois politisée quand même. Non mais... Ouais. Tout dépend ce qu'on appelle politiser. C'est-à-dire que je pense, pour ma part, que les magistrats sont désormais entrés dans un moment où ils se mettent dans une posture morale. Et ça me gêne un peu. D'autant plus qu'en faisant cela, en fait, ils empiètent sur le politique au sens large. J'avais été gênée par l'exécution provisoire dans le procès sur Marine Le Pen, parce que ce concept qui était autour de troubles à l'ordre public démocratique était lunaire. Et de même là, il y a 2-3 choses qui me titillent, et je le dis avec énormément de prudence, parce que de fait, la question est complexe. On a le droit de se poser des questions, de toute façon, dans l'absolu. Heureusement. Il y a dans ce procès, évidemment, de l'argent qui a circulé. Vous avez dit tout à l'heure, Cécile, que, et on va en parler tout à l'heure, la question du document produit par Mediapart, il y a eu un jugement pour dire que ce document n'était pas un faux. Donc voilà, il faut discuter de tout cela. Était un faux, justement. Non, justement, il n'a pas été jugé faux, ce document. 3 fois, on l'a dit vrai. Mais bien sûr, authentique. il n'a pas été... Et le tribunal dit il est probablement faux. Oui. Voilà, c'est ça toute la complexité. Donc encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, alors même que moi j'aurais voulu qu'on sorte de ce procès avec la certitude que la justice avait été rendue au nom du peuple français et qu'on pouvait se réconcilier, quels que soient les bords politiques et la perception qu'on avait de Nicolas Sarkozy. Il faut constater que ce n'est pas le cas. C'est dangereux pour la démocratie. Philippe Bilger. Je vais vous décevoir, mes amis. Je suis quasiment d'accord avec ce que vient de dire Natacha, et pour la beauté du débat, je suis désolé d'être accordé. D'abord, certes, la présidente, puisque là on ne discute pas le fond du jugement, hein, c'est bien clair. La présidente, on peut digresser, on peut tout à fait digresser, mais y a pas de problème. Moi je trouve le jugement très argumenté, comme l'a dit Natacha, très bon. Je discute l'exécution provisoire, ça c'est très clair. Mais pour revenir au problème de la présidente, voilà une femme qui a manifesté en 2011, le syndicalisme n'était pas interdit, elle a participé comme tant d'autres à une manifestation contre Nicolas Sarkozy que j'ai beaucoup soutenu avant 2007 et qui en l'occurrence n'avait pas totalement tort. Deuxième élément, c'est une présidente qui dans les précédents procès a été louée. Et je dirais, même dans l'affaire Le Pen, elle a présidé de manière assez remarquable. Et pour ce qui concerne le jugement concernant les débats concernant Nicolas Sarkozy et les autres, tous les médias que j'ai tenté de lire durant les 3 mois et demi, je n'en ai lu aucun qui ait contesté la manière professionnelle et intègre de présider de la part de Nathalie Garvarino. Donc j'en conclus que sur ce plan-là, il y a une tentative de dérivation. On peut discuter par ailleurs le jugement et l'argumentation, mais là-dessus, ça me semble relativement de mauvaise foi. Vous pensez qu'il y a une atteinte au principe d'impartialité? Alors moi je pense qu'il y a une faute de goût. On ne fait pas juger quelqu'un par quelqu'un qui a manifesté contre lui. Je vous prends un exemple. Philippe Bilger, il y a quelques années, était sur le mur des cons, si je ne m'abuse, du syndicat de la magistrature. Absolument. J'imagine que si un jour Philippe Bilger était jugé par un membre du syndicat de la magistrature qu'il avait mis sur le mur des cons, qui n'est pas la chose la plus valorisante qui existe, ou toute personne qui était aux côtés de Philippe Bilger sur le mur des cons, il ou elle ne lui ferait aucun cadeau dans le jugement. Je pense que dire ça, c'est pas être complotiste, c'est pas tenir des propos délirants. Je pense que c'est quand même réel. Non mais Philippe David, là où je vous rejoins, c'est qu'il aurait appartenu aux avocats de Nicolas Sarkozy de demander à récuser la présidente. Et là, ils ont mal fait leur travail. Ça n'aurait choqué personne qu'il fasse cette demande en disant attendez, voilà. Après, ça ne prouve pas
que son jugement à elle je n'ai pas dit ça. est partial. J'ai en pas revanche, dit que son jugement était dans partial. une procédure, c'est normal. J'ai dit que c'était une faute de goût. Et c'est une double faute de goût, parce que déjà, elle avait manifesté contre Sarkozy, mais aussi, quand même, c'était elle qui avait jugé François Fillon et Pénélope Fillon il y a quelques mois. Donc je dis que mettre sur la même juge, sur des accusés du même parti, je pense que c'était pas, une fois de plus, une bonne idée. Je pense que c'était une double faute de goût. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, Philippe, et on reviendra justement sur cette justification du mandat de dépôt de l'exécution provisoire, puisque comme vous, et finalement Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, aimerait bien aussi comprendre pourquoi. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis d'accueillir bien entendu Philippe Bilger, mais aussi Natacha Polony, éditorialiste et essayiste. Et dans une petite dizaine de minutes, vous découvrirez, si vous ne l'avez pas déjà lu dans la presse, cette nouvelle revue trimestrielle qui s'appelle L'Audace, qui va sortir au mois de décembre. On en parlera un petit peu plus longuement, et puis on va revenir sur ce qu'on disait il y a quelques instants dans le procès de Sarkozy, l'une des juges qui aurait organisé sur le passé une manifestation contre lui. On se demande si c'est une faute d'impartialité ou simplement un soupçon. Mais je vais revenir quand même à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti. Moi, j'attends de lire avec beaucoup d'impatience, il est vrai, la justification qui est celle du tribunal pour ordonner le mandat de dépôt, l'exécution provisoire, Philippe Bilger. J'ai dit tout à l'heure que c'était la seule chose qui me gênait dans le dispositif, c'est l'exécution provisoire. Certes, le mandat de dépôt est différé, ce qui permet à Nicolas Sarkozy d'organiser un petit peu sa vie avant son incarcération, mais au moins j'aurais aimé que le tribunal se penchât davantage sur l'explication de l'exécution provisoire. En réalité, il en parle très rapidement. Il parle de l'affaire gravissime, je le rejoins, mais ça suffit pas. Il aurait dû nous dire pourquoi il était fondamental que cette exécution provisoire entraîna la suite. J'ajoute, pour compenser un peu ma critique, que Nicolas Sarkozy n'est tout de même pas, sur le plan du passé présidentiel ou avant, un perdreau de l'année. Un tribunal peut considérer que quelqu'un qui a de multiples affaires peut-être mérite davantage une exécution provisoire qu'autre chose. Natacha ? Oui, tout le problème, c'est que le fondement même de cette exécution provisoire, c'est de remettre en cause la présomption d'innocence qui est garantie par le droit à l'appel. Donc il y a quelque chose de choquant là-dedans. Et on a l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, les juges sont dans une phase où ils considèrent que les politiques doivent être exemplaires. C'est pas, quand on dit politisation des juges, je ne crois pas que ce soit ça le sujet. C'est pas qu'ils penchent dans un camp et qu'ils veulent avoir le camp d'en face. Voilà. C'est pas la gauche contre la droite. C'est l'idée qu'ils sont les garants de la morale publique et que donc les politiques qui enfreignent cette morale publique doivent payer et doivent payer beaucoup. Et on le voit dans les termes qu'ils emploient. Par exemple, le fait que cette affaire est une extrême gravité, etc. Il y a des termes moraux qui sont employés. Or, ça me gêne. Ça me gêne parce que il faut être factuel, en fait. C'est ça. Il faut rester sur la question juridique et ce n'est pas au juge de garantir la bonne moralité des politiques, même si nous sommes tous exaspérés et même scandalisés par le fait que des gens qui sont censés représenter les citoyens et qui sont censés donc montrer l'exemple ne soient pas irréprochables. Mais vous voyez, ce n'est pas à la justice de faire rentrer en ligne de compte cela. Or, dans l'exécution provisoire, il y a cette idée que, en fait, on ne voudrait surtout pas qu'il échappe à la prison. C'est ça qu'on comprend dans le choix de l'exécution provisoire. Eh bien, je suis un petit peu gênée par cela. J'ajoute qu'il y a quand même 2-3 choses dans le jugement. Quand on trouve des phrases comme par exemple « Le soin particulier que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont mis à présenter Nicolas Sarkozy comme étant étranger à ce processus corrobore au contraire le fait qu'il en était parfaitement informé. » C'est-à-dire parce que des gens disent « Bah non, vraiment, il était pour rien »,
Ça prouve qu'en fait, il était pour quelque chose. C'est quand même très très bizarre comme phrase. C'est pour ça, il y en a quelques-unes des perles comme ça. C'est très parce que combien de fois, et dans cette oralité des débats durant 3 mois, alors c'est peut-être une intuition fondée sur une expérience, on a bien senti, me semble-t-il, que la volonté de Bruno Hortefeux et Claude Guéant était clairement de constituer un bouclier par rapport à Nicolas Sarkozy, qui ostensiblement s'est estimé à l'écart de cette affaire qui n'aurait concerné que ces 2 collaborateurs-là. Alors, je comprends que vous puissiez être choqué si c'était le seul motif, mais... Oui, ça, vous dites ça s'inscrit dans... Je trouve que ça n'est pas absurde. Merci mes amis. Ils l'ont protégé. Merci beaucoup. Allez, on y va. On change de sujet, encore enfin du positif. Les vraies voix Sud Radio. Et Natacha Polony, ce positif, c'est avec vous, puisque au mois de décembre sortira ce premier jet de cette revue L'Audace, qui sera trimestrielle, et qui donne très envie, puisque on a l'impression que c'est un dialogue entre toutes les idées finalement. Mais bien sûr, et vous voyez ce qui me fait extrêmement chaud au cœur, c'est que donc l'idée, c'est de faire une revue trimestrielle papier indépendante. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de crowdfunding, une campagne Ulule, sur Ulule, pour financer, parce que il nous faut d'abord des abonnés. Comme ça permet de financer cette revue par ses lecteurs. Eh bien, ça marche. C'est-à-dire que les gens comprennent. Pour l'instant, là, on l'a lancé mardi, et on a déjà plus de 2000 contributions, parce que justement, ce qu'on a expliqué, c'est que cette revue a pour vocation de réunir tous ceux qui ne veulent pas se résigner à voir la France descendre une marche après l'autre. C'est-à-dire, je veux qu'écrivent dans cette revue des gens qui pensent différemment, c'est-à-dire certains qui sont, je vais même vous dire, il y a des textes de gens qui sont fédéralistes européens pour une France fédérale, il y en a d'autres qui sont ultra-jacobins et qui sont pour une Europe des nations, etc. Il y a différents points de vue, ça va s'affronter, mais ce ne sont que des gens qui croient en la France et qui pensent que ce pays n'est pas dans l'état qu'il mérite, et que la France a vocation à redevenir une grande puissance. Ce sont des idées aussi ? Comment ça ? Ce sont des idées, des projets, d'idées, de relance. Alors, l'idée, c'est qu'il y ait des propositions. C'est ça. Voilà, on va arrêter de critiquer. Enfin, moi, j'estime que quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, quand on critique une décision, quand on constate quelque chose de négatif, eh bien, on doit pouvoir proposer quelque chose de mieux. Sinon, on a autant se taire. Oui, on n'absorbe rien. Les yaka faucons. Exactement. Moi, j'estime qu'il faut un projet, il faut un programme. Et donc là, ce sont des propositions pour sortir la France du marasme, pour essayer de penser l'avenir. Donc je veux des sujets qui soient des sujets qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, à ce que ça va changer dans nos vies, qui s'intéressent à la géopolitique, qui s'intéressent, et surtout avec l'idée de montrer aux gens que leur quotidien, en fait leur vie de tous les jours, leur pouvoir d'achat, etc., c'est lié aux décisions qui se passent d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire leur expliquer les mécanismes qui font qu'il y a eu une désindustrialisation qui fait que sur leur feuille de paye, il y a des charges pour payer le chômage de masse. Eh bien, en quoi ça s'explique par les grands choix qu'on voit à l'échelle de Ursula von der Leyen, etc. Ça met l'eau à la bouche. Mais est-ce que vous allez faire des débats entre ces gens ? Parce que moi, j'adore un débat entre un souverainiste et un fédéraliste européen. Là, je demande à y aller. Vous allez faire des conférences ? Bien sûr, évidemment, parce qu'en plus, voilà, dans le crowdfunding, dans la levée de fonds, il y a l'idée que si on passe un premier palier, si on obtient suffisamment, on sort la revue sans aucun problème. Mais après, si les gens nous donnent plus, nous, notre but, c'est d'organiser des conférences dans toute la France, dans les villes moyennes, partout, pour justement recréer des agoras, des endroits où on pourra débattre, se retrouver, discuter. En fait, l'idée, c'est que les citoyens reprennent le pouvoir. C'est qu'ils se souviennent, qu'on apporte la preuve que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que ça s'exerce concrètement. Et stade ultime, si vraiment, alors là, on récolte beaucoup de fonds, on pourra même créer une chaîne de streaming, ce qui fait que ces débats dont vous rêvez, on pourra les mettre sur, par exemple, sur des Twitch, et comme ça, on touche un public qui, lui, est peut-être moins
féru de lecture au long cours, parce qu'une revue de 140 pages, c'est... Ça prend du temps à lire. Oui, mais enfin, on a un trimestre pour le lire. On picore de temps en temps, on choisit ses textes, etc. C'est ça le plaisir. Philippe Bilger. Puis-je formuler, non pas une inquiétude. J'essaye de lire beaucoup de revues dans les temps libres que j'ai. Et est-ce que vous pensez véritablement que par rapport à la multitude des revues, j'en ai dans la tête quelques-unes qui sont assez remarquables, est-ce que la vôtre va véritablement apporter quelque chose une alternative de nouveau? Oui, parce que si vous regardez l'ensemble du panel de ce qui existe, bien, les réflexions qui soient fondées sur ce lien entre les grands impérialismes, la façon de répondre à la levée des impérialismes, la question de l'économie, qui se positionne dans une réflexion, dans une défense de la production sur le sol français pour retrouver des marges de manœuvre, vous n'en avez pas beaucoup. Une revue qui considère que la défense de la civilisation européenne passe par justement la remise en cause de cette espèce de mythe de l'Occident qui est en fait en train d'inféoder l'Europe aux États-Unis. Voilà, vous en avez pas beaucoup. Donc cette façon de prendre les problèmes, eh bien, elle manque dans le débat public. Et ça, j'avoue que je m'en désole. C'est-à-dire une défense de la République universaliste, véritablement universaliste, c'est-à-dire qui combat les réflexes identitaires, le communautarisme, mais qui soit pas non plus dans cette hypocrisie que je vois partout, c'est-à-dire le communautarisme c'est pas bien sauf le mien. Voilà, tout ça. Pardon, mais ça manque. Ça manque. Il y a pas, et puis qu'il soit positif. Ben, le titre, Philippe Bilger, c'est Danton, le 2 septembre 1792. C'est-à-dire la France est encerclée par les monarchies coalisées qui veulent mettre fin à la Révolution, c'est-à-dire à cette espèce d'espoir extraordinaire du peuple souverain qui va décider de son destin pour lui-même. Et donc la France est en proie à ça. Et Danton dit, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Et 18 jours plus tard, il y a la bataille de Valmy, c'est-à-dire que les citoyens se lèvent en masse pour défendre justement la Révolution, le peuple souverain. C'est magnifique. Vous avez parlé de Valmy, ça donne envie de porter de l'eau à votre moulin. Voilà, exactement. Bien. En tout cas, ça va sortir au mois de décembre, 140 pages disponibles, ça coûtera 16 €, mais en tout cas ça vaut le coup, puisque comme le dit c'est rien, très bien 16 € pour tout ça, pour 140 pages dans un trimestre, c'est vraiment c'est pas très cher pour une revue. Voilà, et puis vous voulez aider, bien entendu, vous allez sur Ulule, et j'imagine c'est la revue L'Audace. Voilà Ulule, très bien. Le revue L'Audace, vous nous trouvez. Il faut aider la presse. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe David. 210 000 € d'amende offerte par la mairie de Paris à celui qui a dénoncé les frais de vêtements d'Anne Hidalgo. Philippe Bilger. Je voudrais aborder le jugement Sarkozy par un biais très particulier. Pourquoi l'idéologie domine l'appréciation objective des jugements? Et Natacha Polony. Moi, je vais essayer d'observer cette superbe cérémonie dans laquelle Emmanuel Macron a été couronné par l'Atlantic Council, qui est en fait on va dire du lobbying pro-américain. Oui. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Moi, je sais ce que vous allez faire pendant les décembre, janvier, février. Vous allez lire la revue L'Audace de Natacha Polony pendant les week-ends. Oui. Voilà, c'est ça. On vous a trouvé une petite activité. Et ça fait du bien et ça donnera vraiment la pêche. Donc là, vous allez aller sur Ulule, vous allez faire un petit don, vous allez faire votre petit abonnement ou votre petite achat du premier numéro. C'est 16 €, mais au moins, allez voir au moins une fois. Et peut-être que, en tout cas, j'espère, vous serez totalement conquis. Bref, tout de suite, le tour de table de nos amis. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité.
Voilà, comment même montrer une facette de Philippe Bilger. Vous savez quoi, vous avez commencé Philippe Bilger. Pourquoi le camp de la droite dénonce-t-il par principe la condamnation de Sarkozy? J'interviens ici ou là pour non pas, je n'ai aucun plaisir à l'idée de voir Nicolas Sarkozy aller en prison. Ça n'était pas ma préoccupation, même si encore une fois je trouve le jugement remarquablement argumenté. Mais j'ai été frappé... Argumenté ou juste ? Argumenté. D'accord. Mais j'ai été frappé depuis hier soir et encore aujourd'hui de voir à quel point le camp de la droite, et je ne m'en dissocie pas, est incapable d'appréhender le jugement ayant condamné Nicolas Sarkozy et d'autres autrement qu'à travers son prisme idéologique. Je pense que la gauche serait, si elle était confrontée au même problème, elle aurait tristement la même attitude. Je trouve que c'est lamentable de la part de la droite. Et encore une fois, je ne m'en dissocie pas de n'être pas capable, au prétexte d'un soutien mécanique et constant à Nicolas Sarkozy, au moins d'examiner tranquillement le jugement qui a été rendu. Natacha. On se souvient tous, en effet, de Jean-Luc Mélenchon hurlant ma personne est sacrée, la République c'est moi. Et là, on comprend et on voit en effet les réactions de tous les membres de la France Insoumise autour, et on comprend qu'en effet, c'est unanimement partagé, cette incapacité à dépasser l'idéologie pour essayer de penser les choses de façon à peu près, on va dire, non pas objective parce que ça n'existe pas l'objectivité, mais avec une forme d'honnêteté intellectuelle. Et là, en l'occurrence... Après, c'est compliqué quand même. Alors, je reviens sur ce jugement, sur le fond du jugement, parce que on peut en effet se poser des questions sur ce jugement. C'est-à-dire que les différents faits de corruption sont écartés parce qu'en fait, on admet qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve directe. Mais il y a eu de l'argent qui a circulé. Ça n'est pas rien. Il y a de l'argent libyen dont on voit qu'il est passé du côté de l'entourage de Nicolas Sarkozy. Simplement, on n'arrive pas à le tracer jusqu'à la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est là où ça devient compliqué. Et de fait, on sait qu'il y a eu de l'argent liquide dans cette campagne, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas si c'était cet argent-là. Enfin, vous voyez. Donc, c'est tout ça que nous dit ce jugement. Donc, il nous dit que on n'a pas les preuves, que pour autant, il y a des éléments qui sont des éléments importants que la juge considère comme massifs, montrant que quelque chose s'est passé, a été mis en œuvre. Est-ce que ça suffit? Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de... J'essaye de garder mon objectivité face à cela et de me dire, est-ce que réellement, on peut condamné pour association de malfaiteurs un ancien président de la République pour cela. Vous voyez, je vous avoue que ce qui me chiffonne dans cette affaire, mais ce qui me chiffonne vraiment, c'est que de toute façon, il n'y avait pas de milieu dans cette histoire-là. C'est-à-dire que soit Nicolas Sarkozy est coupable, et c'est gravissime, et ça nécessite en effet une peine de prison très grave, parce que ça engage la France, soit il ne l'est pas, et ce qui est très grave, c'est le rôle de la justice depuis 10 ans. Or, on n'a pas la réponse. On reste dans ce soit ou soit, avec quelque chose d'encore plus grave pour moi, c'est que ça vient entacher la position de la France à l'international. Et ça, je trouve ça terrifiant parce qu'il y a là une irresponsabilité totale de tous les acteurs là-dedans. Pour ma part, je considère qu'il n'était pas illégitime de réintégrer Mouammar Kadhafi. En revanche, je trouvais que c'était peut-être pas la peine de le recevoir en grande pompe. Mais lui parler, c'était nécessaire. Sauf que si ça a été fait pour des raisons qui sont des raisons de corruption, alors là, c'est absolument monstrueux. Mais Natacha, allez, là, au sujet suivant. Je ne vous rejoins pas totalement parce que le tribunal est incroyablement indulgent sur un certain nombre de pièces qui l'écartent du débat. Et par exemple, la réception de Kadhafi, il considère que ça n'est en aucun cas une compensation qui a été donnée. De toute façon, je ne reconnais pas à un tribunal le droit de juger de la politique extérieure de la France. Non, mais il aurait pu concevoir que c'est une contrepartie. Les amis, on n'aura plus le temps puisque là, il nous reste à peine 3 minutes. Natacha, sur Emmanuel Macron qui honore à l'Élysée en grande pompe l'Atlantic Council Global Citizen Awards. Alors non, en fait, donc il a été lui
couronné, honoré par l'Atlantic Council Global Citizen Awards. Rien que ça, c'est formidable. Global Citizen. Donc, ça veut dire citoyen du monde, citoyen global, qui lui a remis un prix. Alors, c'était pas à l'Élysée, hein, c'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et simplement, c'était au New York. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est que l'Atlantic Council? C'est tout simplement une officine de lobbying en faveur des États-Unis. Ça s'appelle du soft power américain. Ça existe depuis 1961 et le but, c'est de créer des liens et d'intégrer les économies européennes et américaines. Donc voir des présidents, l'an dernier c'était Giorgia Meloni, hein, c'est pas mieux. Donc voir des présidents européens recevoir ce prix, ça veut dire se glorifier en fait de suivre les intérêts américains et de les faire rentrer dans la politique européenne et française, vraiment me laisse pantoise. Moi je crois qu'il y a un seul type d'ingérence en France dont il est interdit de parler, c'est les ingérences américaines. Parce que quand on voit le nombre de young leaders qui ont été, alors dans la classe politique française, qui ont été adoubés par les États-Unis quand ils étaient à Sciences Po, quand ils étaient à l'ENA, etc., c'est totalement... Alors, les ingérences russes, chinoises, tout ce que vous voulez, là, il faut en parler. Mais les ingérences américaines, il faut surtout pas en parler. Je pose la question, pourquoi? Philippe Bilger. Oui. Bon, d'accord. Okay. Oui, non, mais selon l'expression consacrée, imagine-t-on le général de Gaulle couronné par le Global Citizen Award. Philippe, il vous reste 2 minutes. Oh bah ça va être rapide. Oui, alors vous savez que ça va aller très vite. Alors vous avez vu que l'association Transparence Citoyenne avait donné les frais d'Anne Hidalgo, qui étaient légaux, mais qui étaient quand même, on peut le dire, en période de disette un petit peu élevée, et elle a mis 140 affiches dans Paris, et la mairie de Paris lui a mis une amende, l'amende maximale évidemment, de 1 500 € par affiche, c'est-à-dire que cette association a reçu une facture de 210 000 €. 210 000 €. Alors, moi, je veux bien... Il y avait quoi sur cette affiche? Il y avait les frais de Madame Hidalgo. Ah d'accord, ok. Donc, alors, j'aimerais savoir si on met comme c'était une première, pourquoi avoir mis l'amende maximale? Parce que 140 dans tout Paris, c'est quand même pas énorme, hein, ça fait même pas... Il y a 20 arrondissements, ça fait 7 par arrondissement, c'est quand même pas gigantesque. Mais je vois des drapeaux Free Palestine partout, savoir si les associations qui les collent ont aussi pris une amende de 150 €, parce que si on le fait pour cette association, faut le faire pour tout le monde. Alors, je crois que le crime de lèse-majesté a été abrogé, mais j'ai fait un petit calcul, Cécile, c'est lequel? Non. 210 000 €, vous savez ce que ça fait? Non. Eh ben, ça fait 10 ans de fringues pour Anne Hidalgo, parce qu'en 4 ans, elle avait dépensé 84 000 €, 21 000 € par an. Là, strike, ça fait 10 années de fringues en une amende. Elle s'est remboursée, et puis c'est tout. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Philippe David. Vous restez avec nous, on reviendra dans un instant. Ne dites pas que je vais tailler un costard. Mais c'est cadeau. Ah. Attention. Fillon, si vous me regardez. Jamais de veste dans votre genre. Moi, je la retourne pas, surtout. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On ira parler avec les agriculteurs en colère à mobiliser sur tout le territoire contre le Mercosur. Restez avec nous et merci de votre fidélité à Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table avec Philippe David, il y a bien entendu Philippe Bilger, Natacha Polony est avec nous, et éditorialiste et essayiste, et directrice de cette revue trimestrielle L'Audace qui sort au mois de décembre, et ça c'est un joli cadeau. Vous pouvez aller sur Ulule. C'est joli, je trouve. C'est joli, Ulule. Vous l'avez très joliment dit. Mais il y a un animal qui ulule en plus. Qui ulule. Oui. C'est chouette. C'est chouette. Bien sûr, c'est chouette. Vous avez été trop vite pour mon jeu de mots, c'est pas grave. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et en fin de matinée, des agriculteurs venus des 4 coins des Pyrénées-Orientales ont donc convergé vers Perpignan pour bloquer le péage sud de l'autoroute A9. Les exploitants agricoles dénoncent les difficultés rencontrées dans le secteur, mais aussi se mobilisent surtout contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Et pour en parler avec nous, Damien Garrigue qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes président de la FDSEA du Tarn et Garonne. Alors Damien Garrigue, le Mercosur, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou c'est la revendication majeure de cette journée d'action des agriculteurs?
Alors on va dire que c'est la dernière goutte qui a fait déborder le vase, mais ce vase était déjà en train de déborder parce que ça fait maintenant plus de 24 mois qu'aucun des gouvernements qui s'est succédé n'a pris en considération les malaises du monde agricole. Le Mercosur, c'est le dernier coup de couteau que l'État a planté dans le dos des agriculteurs. L'avant-dernier, c'était la loi du plomb, bien évidemment. Alors on a entendu un peu partout qu'il y avait des articles qui étaient passés, mais à ce jour, il n'y a aucun décret d'application qui a été signé, donc il n'y a rien. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est le Mercosur et surtout tout ce qui est concurrence déloyale, parce que quelque part, vous avez des Français qui vont signer une pétition contre des pratiques agricoles françaises. L'agriculture française est la plus vertueuse du monde depuis maintenant plusieurs années, il faut quand même le répéter. Et à côté de ça, on laisse rentrer sur notre territoire des produits qui ne respectent aucune norme auxquelles on doit se contraindre. Et en plus de ça, comme l'acétamipride pour les noisettes qui a été censuré par le Conseil constitutionnel lors de la loi du plomb. Vous avez l'acétamipride qui a été censuré pour les agriculteurs, mais que vous trouvez en vente libre dans les grandes surfaces. Comme je dis l'autre jour, vous avez une fillette de 8 ans qui peut en acheter sans problème. Et vous avez aussi tout ce qui est loi sociale quelque part. Nous aujourd'hui, on a des produits français qui sont excellente qualité parce que ils sont faits avec amour, j'ai envie de dire, et dans des exploitations familiales. Et en plus de ça, nos salariés sont rémunérés au salaire français, ils ont une protection sociale, ils ont aussi tout ce qui est mutuelle santé, tout ce qui rentre même des pays européens, ça y est pas. Vous traversez la frontière, vous avez de la manœuvre à 6 €, c'est plus possible tout ça. On ne peut plus être mis en concurrence avec ces gens-là. Damien Garrigue, Natacha Polony voulait réagir. Oui, je voulais réagir parce que il y a sur ce sujet-là une hypocrisie des gouvernants qui est absolument insupportable. C'est-à-dire que c'est là où on voit que les gouvernants français ne défendent pas les intérêts des citoyens français à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce que là, on entend depuis quelque temps toute la Macronie et tout nous dire non mais le traité de libre-échange avec le Mercosur, c'est pas bien, on va se battre, etc. On entend tous nos représentants au Parlement, tous les élus, les députés européens français de tous les groupes dire mais bien sûr qu'on est contre les traités de libre-échange. D'abord, ils appartiennent à des groupes au Parlement. Ils ont tous voté. Où voilà, tout le monde vote. Et le gouvernement français n'a pas bloqué. Et savait très bien qu'il ne bloquerait pas ce traité de libre-échange, puisque l'Allemagne veut ce traité. Ursula von der Leyen est au service des intérêts de certains pays européens, dont l'Allemagne en particulier. L'Italie aussi. Donc il y a là quelque chose où on fait croire qu'on va se battre, alors qu'on sait très bien que c'est perdu d'avance, parce que on a accepté des règles qui sont en fait absolument insupportables. Et produire sur le sol français et sur le sol européen, c'est la seule façon d'être indépendant. Visiblement, l'Union européenne, Bruxelles, n'en a strictement rien à faire. Merci en tout cas Damien Garrigue d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes président de la FDSEA du Tarn et Garonne. Et bien sûr, on vous accompagne. Hein. Vous savez que notre micro vous est ouvert. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe Daville. Et tout de suite, si j'étais ministre. Non, député européen. Thomas Binet. Non, tout d'abord, il y a si j'étais bien. Tout de suite, Thomas Binet, les incontournables de la copropriété. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Eh bien, nous continuons cette semaine notre petite révision de cette rentrée, justement, avec les concepts et les termes liés à ce sujet. On va réviser quelques notions, justement, sur le sujet afin de mieux comprendre ce que nous aborderons tout au long de cette saison avec vous. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, la semaine dernière, on a évoqué la notion de lot, et comme je le disais, ça s'écrit LOTS, pour pas qu'il y ait de confusion, de parties communes et privatives, de syndicats, des copropriétaires, de syndics, de conseils syndicaux et d'assemblées générales. C'est la vie de l'immeuble, justement, dont on a parlé. On aborde cette semaine des concepts peut-être un peu moins connus, et nous commençons avec le fameux règlement de copropriété. Oui, ce document est très important dans la vie d'une copropriété. Il s'impose à tous, copropriétaires comme syndics. Il détermine les droits et les obligations des copropriétaires ainsi que le fonctionnement de la copropriété. La loi donne les principes généraux de fonctionnement. Le règlement décrit ceux qui sont propres à chaque copropriété.
Il décrit également les parties communes et les parties privatives et énumère la liste des lots avec leur emplacement et leur description. Aspect très important, le règlement définit également la répartition des charges entre les copropriétaires. Il faut enfin souligner que tous les copropriétaires s'engagent à respecter le règlement de copropriété lorsqu'ils deviennent membres du syndicat des copropriétaires. Alors un sujet qui fait souvent grincer les dents, les charges, Philippe. Oui, c'est en général ce que l'on aime le moins dans la copropriété. Oui. Il s'agit en fait des dépenses et coûts associés à l'entretien, la réparation et la gestion de l'immeuble. Ces charges sont réparties entre les copropriétaires selon les critères définis par la loi et le règlement de copropriété. Dans la plupart des cas, les charges sont appelées par acompte par le syndic chaque trimestre, avec un ajustement de fin d'exercice pour tenir compte des écarts entre les acomptes versés et la quote-part réelle de chacun lorsque les comptes de la copropriété sont arrêtés à la fin de l'année. Et on parle souvent de tantièmes. C'est quoi les tantièmes, Philippe? Les tantièmes, on dit aussi parfois les millièmes, représentent la quote-part de chaque copropriétaire dans l'immeuble. On parle de millièmes parce que très fréquemment, le total des participations de l'ensemble des lots est ramené à 1000 et que les participations sont calculées par rapport à ce total de 1000 millièmes. Ces tantièmes sont en général calculés en fonction de la surface et de la valeur de chaque lot, ainsi que de la situation de ce lot dans l'immeuble. Par exemple, à surface égale, un appartement en étage élevé aura une contribution plus élevée aux charges d'ascenseur qu'un appartement situé au premier étage. Il faut également souligner que les tantièmes ou millièmes sont également utilisés pour l'attribution des voix de chaque copropriétaire lors des assemblées générales. La règle est que l'on paye de la même façon qu'on vote et inversement. Plus vous disposez de tantièmes, plus vous disposerez de voix en assemblée générale et plus vous participerez aux dépenses de la copropriété. Et on parle souvent quand même de fonds travaux. Ça consiste en quoi, ce fonds travaux? Le fonds travaux, c'est une provision financière obligatoire qui a été créée il y a quelques années par la loi et qui est destinée à financer les travaux futurs de la copropriété. Et aujourd'hui, beaucoup les travaux de rénovation énergétique. On parle de plus en plus de ces fonds à propos du financement de ces travaux. Et pour presque terminer, Philippe, évoquons le fameux carnet d'entretien qui est apparu il y a quelques années. Oui, ce document recense sous la responsabilité du syndic les caractéristiques de l'immeuble, année de construction, description des équipements communs, etc., la liste des travaux réalisés ainsi que les contrats d'entretien, le tout permettant de suivre l'historique de l'entretien de la copropriété. Bien que peu connu du grand public, il s'agit d'un outil essentiel pour la bonne gestion d'un immeuble qui permet également d'informer les éventuels acheteurs d'un lot de se faire une idée de la qualité de l'entretien de l'immeuble. Le carnet d'entretien d'un immeuble correspond peu ou prou à celui des voitures, mais il est en général beaucoup plus et beaucoup mieux renseigné. Alors pour conclure justement, Philippe, vous vouliez évoquer aussi un concept relativement récent, mais qui prend de plus en plus d'importance, l'extranet de la copropriété. Oui Thomas, l'extranet est une forme de site internet tenu par le syndic et qui offre à tous les copropriétaires l'accès à toutes les informations sur la vie de leur immeuble et de leur copropriété. Quand je parle de vie, c'est au sens technique et juridique. Les copropriétaires ont, grâce à cet outil, accès à la comptabilité de leur immeuble, les comptes communs tout autant que leurs comptes personnels, aux documents juridiques, aux convocations et comptes rendus des réunions de la copropriété. Pour que cela soit efficace, il est essentiel que les copropriétaires consultent régulièrement et surtout, avant toute chose, qu'ils fournissent à leur syndic leur adresse mail et qu'ils choisissent un mot de passe, comme sur le site de leur banque par exemple. Merci Philippe, et je vous rappelle que si vous avez une question sur la copropriété, vous souhaitez avoir un conseil, eh bien vous pouvez nous écrire sur l'adresse suivante osez@sudradio.fr pour nous poser vos questions et nous vous apporterons avec Philippe Loiselet une réponse dans une prochaine chronique. On vous retrouve Philippe vendredi prochain 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et très bien accompagné ce soir avec Philippe Bilger. Bien entendu, c'est vendredi. Il est très en forme, il est très en beauté, notre Philippe Bilger. Je ne dirais pas à côté de Natacha. Eh ben, justement, Monsieur Philippe. Une autre beauté. Vous êtes magnifique. J'ai deux beautés. Ouais. L'intérieur est je vous montre, j'ai deux beautés. En face, il y a Quasimodo. Vous avez de grandes
grandes qualités, mais pas celle-là. Lesquelles? C'est culbuto. Et moi-même, je ne les ai pas davantage, je vous rassure. Natacha Polony est avec nous et on est ravis de l'accueillir dans le cadre de cette revue L'Audace qui sort au mois de décembre et que l'on vous incite bien entendu à acheter pour le premier. Ce sera une date en décembre, on sait 1er décembre. 1er décembre. Voilà. Mais c'est maintenant qu'il y a la levée de fonds et qu'on peut s'abonner. C'est dès maintenant qu'on peut s'abonner. Ulule, allez-y, ça s'appelle L'Audace. Allez tout de suite, je le disais, hein, l'orage gronde. Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt la saucisse au milieu de la choucroute, c'est bien puisque ça. nous allons prendre la direction de Francfort. Pourquoi Francfort? Parce que c'est là que se trouve la Banque Centrale Européenne, où on doit regretter aujourd'hui que si un prix de l'humour politique existe, il n'existe pas de prix de l'humour économique, auquel cas la médaille d'or lui aurait été promise. En effet, la BCE a osé un morceau d'euphémisme qui prête à sourire dans une étude des économistes Francesca Faella et Alejandro Zamora Pérez, une étude dans laquelle, suite à la crise du Covid, à la guerre en Ukraine et à la panne géante des distributeurs automatiques de billets en Espagne, il est recommandé aux Européens de, je cite, disposer d'une réserve de liquidité pour plusieurs jours afin de couvrir les achats essentiels. Sont pris en exemple les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande, dont les autorités suggèrent de détenir des sommes allant de 70 € à 100 € par membre du foyer, soit suffisamment pour couvrir les besoins essentiels pendant environ 72 heures. Jusque-là, tout va bien, même si on se demande si un de ces 4 matins, on ne va pas se retrouver comme l'Argentine en décembre 2001, avec des banques fermées et des distributeurs de billets qui distribuent du vent. Mais tout va bien, puisque la BCE nous explique doctement dans le même document, je cite, qu'il faut garder son calme et ne pas s'affoler pour autant. Bref, tout va très bien, Madame la Marquise, comme disait une chanson de Paul Misraki interprétée par Ray Ventura et ses collégiens, il y a pile 90 ans cette année. Tout va très bien, mais si vous pouviez avoir un petit quelque chose dans votre bas de laine, sous votre oreiller, ou caché tout au fond d'un tiroir, tout irait encore mieux, au cas où un incident, une bêtise, arriverait à un pays européen en grande difficulté financière. On a du mal à imaginer lequel. Alors pour rester dans l'ironie et garder le moral, et tout en restant dans les chansons de Ray Ventura, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Finalement, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Lire les recommandations de la BCE. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. C'est un spectacle, Philippe David. Ah oui, absolument. Oui. C'est amusant. La musique, c'est amusant. C'est d'autant plus amusant que ça fait des années qu'au contraire, ils essayent de supprimer petit à petit l'argent liquide. Parce que, soi-disant, on essaierait tous de frauder, de ne pas payer d'impôts, etc. C'est formidable. Volte-face. Philippe Bilger, ça vous laisse quoi? Ah ben moi, j'ai écouté... Vous avez un petit bas de laine, vous, Philippe non, Bilger? Malheureusement, j'ai ni le bas, ni la laine. Non, il a juste 3 coffres forts. Non, et je n'y mets pas mes propres discours. Hein, quelqu'un a du liquide sur lui, là? Oui, je dois bien avoir 15 €. Non, bah moi j'ai jamais de liquide. Moi j'ai plus de liquide. C'est mon seul côté mitterrandien. Je n'ai jamais de liquide sur moi. Mais on ne m'invite pas aussi volontiers que lui. Et ben voilà, vous restez avec nous. Écoutez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec la question du soir et on va revenir sur Mediapart qui s'est appuyé, vous savez, sur un document reconnu. Comme on dit qu'il serait faux dans cette accusation contre Nicolas Sarkozy, relastant le débat sur la responsabilité des médias. Et on vous pose cette question. Fausses informations, la presse doit-elle rendre des comptes? On se souvient de l'affaire des diamants de Bokassa pour Giscard d'Estaing qui avait plombé les 2 années précédant l'élection de 81. Cette affaire qui est tombée pour Nicolas Sarkozy en 2012. Vous pensez que la presse doit rendre des comptes si elle donne de fausses infos, maintenant qu'il y a une loi fake news ou pas? On vous attend au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et ce soir, nous sommes accompagnés de Philippe Bilger. Natacha Polony est avec nous avec la revue trimestrielle qui sort le 1er décembre. L'audace. Ça nous ressemble un peu quand même, l'audace. Oui, bien sûr. Nous sommes audacieux. Avec un nom pareil, ma chère Natacha, il va falloir tenir des promesses. Hein. Exactement, mais ça nous oblige. Ouais. Mais Natacha Polony, pour ceux qui la voient depuis des années à la télévision, ça lui va bien, l'audace. Oui, c'est vrai. Oui, ça lui correspond plutôt pas mal. Allez, tout de suite, la question du soir. Quelqu'un m'a dit,
C'est un document publié par Mediapart le 28 avril 2012. Le tribunal était plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart était, je cite, un faux. Mais le vrai problème, il est peut-être plus général, c'est que fleurit en France un certain nombre d'associations ou de médias qui se prennent pour des incarnations de la vertu et de la justice. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question, fausse information, la presse doit-elle rendre des comptes? Et je m'adresse à Philippe Bilger. Est-ce que ça part d'un document qui semblerait être faux, et c'est que ça remet en question finalement Mediapart quelque part? Non, à mon avis. Alors j'ai été étonné par l'affirmation quasi certaine du tribunal qui dit que le document en question est probablement faux, alors qu'il avait été validé à 3 reprises par la justice et notamment par la Cour de cassation. Mais les médias rendent déjà des comptes dans le cadre des infractions sur la presse. Il y a un certain nombre d'infractions. Là où je trouve un petit peu la question de Sud Radio aigre, voire intelligente, bien sûr, mais un petit peu dure, c'est que Mediapart, dans l'affaire de Nicolas Sarkozy et d'autres, a eu un rôle, me semble-t-il, très positif. Et que sans Mediapart, beaucoup de choses ne seraient pas sorties dans cette affaire, comme dans d'autres. Alors on reproche généralement à Mediapart de servir uniquement la gauche et d'être impitoyable avec la droite. Je ne crois pas que ce soit totalement exact. Je termine. Moi, le problème, j'aime beaucoup Mediapart sur le plan de l'investigation, mais je n'aime pas du tout Edoui Plenel sur le plan de son idéologie. Donc parfois, je suis un peu écartelé. Natacha Polony, il y a quand même eu pas mal d'articles à charge qui assurait, enfin en tout cas qui disait des choses sur Nicolas Sarkozy qui se sont avérées fausses visuellement quand on regarde aujourd'hui le résultat du procès. Notamment sur la corruption, le financement libyen, etc. Voilà. Elles sont pas fausses. Il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Oui, mais s'il n'y a pas de preuve... Pardon. Mais si le tribunal a jugé dans ce sens-là, dans le sens de l'association de malfaiteurs, c'est que le tribunal a estimé qu'il y avait suffisamment de faisceaux... Présomption de fait et pas de preuve dans ces cas-là. Non, mais de faisceaux qui prouvaient que... Bon, mais ne revenons pas là-dessus. La question de la responsabilité des médias, elle est fondamentale. Mais elle ne se pose pas seulement pour Mediapart. Quiconque a accès à une parole publique se doit d'être responsable. C'est-à-dire de mesurer ce qu'il dit, de ne pas se laisser aller à la caricature, aux raccourcis, aux choses fausses, évidemment. Alors, Philippe Bilger a raison de rappeler qu'il existe un droit de la presse. Et qu'on peut être attaqué en diffamation, etc. Donc, quand il y a une fausse information, elle peut être attaquée en justice. Le problème, c'est quand on est dans le gris, le flou. C'est-à-dire non pas la chose évidemment fausse, mais l'idéologie à la place de l'honnêteté intellectuelle, les considérations, enfin comment dire, vous voyez, une espèce de façon de manipuler les choses sans assumer une subjectivité. Là, on est dans quelque chose de profondément dangereux. Une façon de s'ériger en effet en procureur ou en directeur de conscience et curé, parce que c'est ça le problème des médias. Les journalistes se prennent pour des curés, ils disent le bien et le mal, et les citoyens n'en peuvent plus de ça. Mais j'entendais, j'ai reconnu dans le jingle de Marie, qui était excellent, la voix d'un ténor du barreau qui s'appelle Jean-Yves Le Borgne. Oui. Et quand il parlait de ça, j'avais l'impression de revenir dans la Grèce antique avec les sycophantes qui étaient les grands accusateurs publics à l'époque. Et moi, je voudrais quand même revenir quelques années en arrière, parce que ça peut avoir de sacrées répercussions, sans aucune répercussion pour ceux qui l'ont fait. Rappelez-vous, l'affaire des diamants de Bokassa de Giscard d'Estaing. C'est sorti à l'automne 79, c'est-à-dire 1 an et demi avant la campagne. Ça a été feuilletonné. Tout a été fait pour détruire Giscard par le canard enchaîné. Une fois que le procès a été fait, tout le monde a vu que l'affaire des diamants de Bokassa était, vous me passerez l'expression, c'est une expression qui n'est pas grossière mais une expression vraie, c'était une affaire de corne-cul.
Et on a pu détruire la campagne présidentielle d'un homme et en faire élire un autre. D'ailleurs, le Canard enchaîné a fait très fort quand il a sorti l'affaire Papon entre les deux tours, sans sortir l'affaire de la Francisque de François Mitterrand, qu'il avait pourtant également dans les tuyaux. La preuve qu'il y a quand même un tropisme qui consiste plus à défoncer les hommes politiques de droite que les hommes politiques de gauche, non? Oui, mais à propos, mais à propos de Bokassa, de la même manière que François Fillon a mis du sien dans la catastrophe qu'il a accablé, d'une certaine manière, Valéry Giscard d'Estaing lui-même a mis du sien aussi dans la gestion très maladroite qu'il a faite de Bokassa. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais il a été démoli par cette campagne de presse, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais on est bien d'accord qu'il y a de la part de certains journalistes, de certains journaux, une façon de se payer les puissants. Ce qui exige de la part des puissants d'être totalement irréprochable. Mais qui est irréprochable réellement? Je connais pas personne d'irréprochable, un journaliste, plombier, homme politique. Excusez-moi, mais sans être, c'est pas exactement la même chose d'avoir une fois sur un déjeuner dérapé ou de se faire offrir des costards. Surtout quand on a le Canard enchaîné pour des histoires d'emplois fictifs, on va pas se faire offrir des costards gratuitement. C'est vrai. Excusez-moi, il y a quand même des proportions. Mais ça n'avait pas coûté un euro d'argent public non plus. Non mais c'est pas. Mais d'accord, mais c'est pas. Il n'y a pas que la dépense de l'argent public dans le problème de la corruption des élites. C'est pas que des questions d'argent public. Il y a aussi de qui on est redevable exactement. Et donc tout ça doit être à un moment mis à plat. Les citoyens demandent. Mais je vais vous dire une chose. Les citoyens demandent de plus en plus d'exemplarité. Pourquoi aussi? Parce qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir des politiques impuissants, des politiques qui ont abandonné leur rôle de défense. Et parce que eux, on leur demande d'être exemplaires. Exactement. Oui. Eux, on les rate pas. Ils passent de 2 minutes le temps de stationnement, eux, ils prennent. Exactement. Même d'une minute. Ah ben même d'une minute, oui. Mais surtout, j'y insiste. Ils en ont ras-le-bol d'avoir des politiques qui ne font pas leur boulot. Et quand ces politiques ne défendent pas leurs intérêts, ont abandonné leur pouvoir qui leur est délégué par le peuple français, ben les Français se disent, si en plus ils sont corrompus, là ça devient insupportable. Et en fait, la demande de transparence, elle se nourrit de l'impuissance politique. Donc si on réglait déjà cette question de l'impuissance politique, si on faisait en sorte que les politiques agissent, qu'ils arrêtent de dire « Ah non, mais j'y peux rien ». Enfin, vous avez vu, pardon, mais Bruno Le Maire qui vient nous expliquer « Oh, la technostructure bruxelloise pose des problèmes, ça nous empêche de réindustrialiser ». Le type a été 7 ans ministre de l'économie. Toute sa carrière, il a trouvé ça formidable, la technocratie bruxelloise. Et il traitait de ringards ceux qui critiquaient l'Europe à l'époque. Rappelez-vous, c'est pas vieux, c'est il y a quelques mois. Et puis c'est ce qu'on se disait avec Philippe Bilger. À un moment donné, vous n'êtes pas content, vous démissionnez, et puis voilà. Si vous n'arrivez pas à... Le ministre, ça ferme sa gueule, ça démissionne. Ça, c'était Jean-Pierre Chevènement. Voilà, c'est ça. Mais il faut une forme de courage qui a complètement disparu aujourd'hui. Mais excusez-moi, une autre citation de Jean-Pierre Chevènement, ça va vous faire plaisir. Quand à l'époque Chirac, Juppé et Séguin, tous ces narcs faisaient campagne contre la technostructure, Chevènement avait eu cette phrase: entendre 3 énarques critiquer la technostructure, c'est entendre des cardinaux critiquer la curie romaine. Mais c'était très juste. Et il en savait quelque chose puisque lui-même avait écrit L'énarchie. Ou les mandarins de la République, c'était un de ses premiers livres en 68-69. Exactement, donc lui-même avait critiqué. Eh ben, je vais avoir du courage, je vais être obligé de vous arrêter. Allez, tout de suite, la France vue d'ailleurs. Les vraies voix Sud Radio. Et on a eu envie, avec Philippe David, de regarder à l'étranger ce que l'étranger pense de cette affaire Nicolas Sarkozy. Et Giulia Vignolo est avec nous, avocate à Rome. Bonsoir, merci maître d'avoir accepté notre... Buonasera, exactement. Quelle est votre vision? Qu'est-ce qu'on dit en Italie de ce qui se passe ici en France? Alors, c'est sûr que ça n'a pas fait la une des journaux. Malheureusement, on a l'habitude de ces genres d'histoires ici en Italie. Et puis, c'est vrai que l'actualité, en ce moment, a beaucoup de priorités, disons. Donc, on a parlé de l'affaire Sarkozy, bien sûr, de l'issue du procès, mais ça n'a pas fait la une des journaux, ça c'est sûr.
Est-ce que, alors à l'époque, il y avait eu un contentieux entre l'Italie et la France lors de l'intervention de Sarkozy en Libye en 2011, parce que rappelons que la Libye était une ex-colonie italienne. Oui. Comment est-ce qu'on voit l'affaire? On peut dire que vous avez passé l'éponge ou vous nous préparez à nouveau comme disent les Italiens avant un match de foot, une grande vendetta, une grande vendetta. Voilà, j'étais étonnée de voir passer un papier de TG24, donc c'est une télé qui est quand même assez importante, qui disait Sarkozy s'est moqué de l'Italie et maintenant il va en prison. Donc, il y a eu... C'est vrai que quelqu'un s'est réjoui de ces résultats, mais bon, ça n'a pas été le cas pour tous les journaux et j'ai vu pas d'autres journaux qui faisaient les liens entre ça. Voilà, enfin j'ai vu une attitude un peu moqueuse, ça c'est sûr, aussi sur le fait que Carla Bruni avait, je sais pas exactement, attrapé le microphone de Mediapart. Avec délicatesse. Oui. Allez-y, Philippe. Je voulais vous demander, est-ce que le fait que Giorgia Meloni soit assez vantée par une partie de la classe politique française, est-ce que l'Italie est fière de cela, ou le comprend, ou le désapprouve? Alors, j'en parle souvent avec mes entourages parce que je travaille avec la France, donc ça m'arrive souvent de parler avec des Français et des francophones qui sont en Italie. Tous les Français parlent de ça. Mais c'est pas connu chez les Italiens. Quand j'en parle à mes amis italiens, tout le monde tombe de l'arbre. Disons que c'est pas perçu de la même manière en Italie, mais je remarque que les journaux français parlent beaucoup de ça, comme si Giorgia Meloni avait un raz de marée encore aujourd'hui ici en Italie, alors que ça se passe pas exactement comme ça. Ah oui. Natacha Polony. Vous ne ressentez pas le fait que le discours global actuellement est celui qui consiste à dire que l'Italie s'en sort plutôt bien et que la France serait devenue l'homme malade de l'Europe. C'est d'autant plus important que d'ailleurs les relations franco-italiennes ont été très compliquées, notamment de la part d'Emmanuel Macron qui a utilisé le rapport avec l'Italie pour des questions de politique intérieure. Bah, écoutez, je dis encore une fois, je remarque que c'est là dans la presse française, mais pas autant dans la presse italienne. C'est vrai qu'il y a quelques papiers timides qui rapprochent l'Italie à la France sur le côté économique, c'est-à-dire les titres d'État, par exemple. Maintenant, ils ont un spread presque le même spread, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais ça n'a pas fait la une des journaux, encore une fois. Donc, je sais pas vous dire pourquoi, mais on n'a pas ces sentiments-là. Il y a eu plusieurs sujets qui n'ont pas plu aux Italiens de la part du gouvernement. Donc, c'est un moment un peu compliqué et malheureusement, en tout cas, ce n'est pas le cas. C'est pas ce que je vois dans la presse italienne. Merci en tout cas, Giulia Vignolo, avocate à Rome. Qu'est-ce que vous faites le 1er décembre, Giulia? Je travaille. Non mais je vous incite à acheter une revue qui s'appelle l'Audace. En italien, ça se dit comment? Comment ça se dit l'audace en italien? Comment ça se dit? Excusez-moi. L'audace. 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 Ça y est, c'est beau, c'est beau l'italien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Natacha Polony. Je rappelle, vous allez sur Ulule et ça s'appelle l'Audace, la revue trimestrielle. Ça sort le 1er décembre et il faut soutenir bien entendu la presse. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe, on se retrouve lundi. Lundi à 18h, mais là on va retrouver l'équipe du rugby. Merci Aude, merci Justine, François-Louis, Baptiste. Exactement, et on retrouve notre ami Priam. Alexandre Salut Alex pour le rugby. Bonsoir les vrais voix. Salut Alex. Bonsoir. Ça va? Très bien. Un programme alléchant, Brive, Grenoble ce soir. Ah oui, un sacré programme, effectivement. Ce soir, on sera en direct de Brive à 21h pour le grand match de cette 5e journée de Pro D2. Puis dans quelques instants, le multiplex avec toute l'équipe Sud Radio. On est là pour vous faire vivre cette 5e journée de Pro D2 avec Quentin Cavani, Cyprien Bétou et Quentin Barbaza, tout de suite sur Sud Radio. Et on se retrouve, nous, lundi à partir de 18h. Passez un très joli week-end et prenez soin de vous. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons